Les deux réunions d'aujourd'hui, entre Donald Trump et Zelensky, puis entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Les funérailles sont là, et nous avons appris, vous savez, par les médias israéliens, que Benjamin Netanyahu voulait cette réunion. Il la demandait encore et encore. Et Zelensky n'est pas en bonne posture, à cause du blocus, à cause de la guerre qui se poursuit contre l'Ukraine, et du nouveau chaos provoqué par l'attaque ukrainienne contre un cargo iranien, qui devait aller de Russie en Iran et qui a été touché en mer Caspienne. Les Iraniens ont dit qu'ils allaient répondre. Puis aujourd'hui, il y a quelques instants, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a publié un tweet disant qu'il avait appelé et parlé avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il faut pour désamorcer la situation, pour éviter l'escalade. Voilà ce qui se passe. Mais concernant cette réunion, Robert, quels sont les principaux objectifs de Benjamin Netanyahu et de Zelensky? Donc, je veux dire, tous les deux réclament la guerre, et encore plus de guerre, d'une manière ou d'une autre. Cette semaine est considérée comme décisive et déterminante. La semaine dernière, en amont, le président a organisé un événement à Bedminster, juste avant la finale de la Coupe du Monde, dans son country club, son club du New Jersey. Richard Barris, un sondeur très respecté dans l'univers Trump, était invité à une soirée en smoking. Il a fait pression sur le président, son personnel et son équipe en disant qu'il devait vraiment sortir d'Iran, qu'il s'exposait à de graves problèmes politiques à l'automne s'il ne quittait pas l'Iran rapidement. Et il a ajouté cette recommandation. Dès que vous en aurez l'occasion, profitez de la prochaine rencontre avec Bibi pour le remettre à sa place devant le monde entier. Et le conseil était le suivant. Trump est perçu comme soumis à Bibi. Les images très crues qui circulent de Trump et de Bibi ont rappelé au président, et on lui a dit, que c'est ainsi que le monde vous perçoit aujourd'hui, et que c'est ainsi que l'Amérique vous perçoit aujourd'hui. Et vous devez inverser cette perception. Alors, profitez-en. Des gens comme Elbridge Colby, sous-secrétaire à la Défense, avec le vice-président Vance, avançaient même des propositions politiques précises. Par exemple, conseiller à Bibi Netanyahou aujourd'hui, lorsqu'il sera ici, de se retirer du Liban, de se retirer de Syrie et de se retirer de Gaza, et de laisser l'accord de paix sur Gaza avancer sous une forme réellement significative, sans présence israélienne constante, ni violation de ce cessez-le-feu. Ils ont besoin qu'Israël quitte le Liban, comme mesure concrète qu'ils peuvent utiliser pour tenter d'obtenir que l'Iran accepte de rétablir le protocole d'accord. Et ils savent qu'ils doivent faire sortir Israël de Syrie pour satisfaire Erdogan, qui est très mécontent de sa présence là-bas, à cause de la sienne. Sinon, ils mènent à une guerre entre la Turquie et Israël. C'est précisément ce pourquoi Bibi Netanyahou faisait pression sur le président lors de sa dernière venue en février. Voilà donc ce que voulait ce camp-là, le camp pragmatique, le camp des réalistes géopolitiques, le camp qui comprend la politique et l'économie. Tous soutenaient cette stratégie. Et puis, il y a le lobby israélien. Le lobby israélien plaidait et faisait pression pour que Trump revienne à la charge et intensifie militairement contre l'Iran, pour qu'il n'accepte aucun protocole d'accord, ni le rétablissement du précédent protocole d'accord, pour qu'il ne débloque aucun fonds soumis à sanctions, quel qu'il soit, mais qu'il utilise au contraire cet argent sous sanction pour financer divers projets américains dans la région, et qu'il frappe au minimum qu'il attaque Pickaxe Mountain. C'est ce qui était publiquement avancé. En privé, il s'agissait d'une nouvelle vague de frappes de décapitation contre le régime iranien, avec l'illusion que la population iranienne est bien plus pragmatique et qu'elle veut sortir du conflit. Et ce sont les principaux membres du gouvernement qui sont les plus durs. Alors même que très concrètement,
comme l'a révélé Suleiman Ahmed lorsqu'il s'est récemment rendu en Iran et a parlé aux gens sur place. Mais aussi, comme le confirment de nombreuses données d'opinion publique, notamment de l'Université du Maryland, l'opinion iranienne est désormais favorable à l'acquisition de la bombe nucléaire. Elle est aussi désormais défavorable à la diplomatie comme solution et favorable à des réponses militaires à toute atteinte à sa souveraineté. Les Iraniens considèrent le détroit d'Ormuz comme relevant de cette souveraineté. Plus de 80% d'entre eux veulent qu'un péage soit imposé dans le détroit. La plupart des Iraniens réclament une forme de vengeance, une vengeance publique contre l'Occident pour ce qui s'est passé. La direction iranienne n'est donc même pas en position de rétablir le protocole d'accord. Et Vance et son équipe le comprennent. Ils savaient à quel point il était difficile, dès le départ, de faire passer ça, parce que l'opinion publique iranienne se durcissait. Mais Bibi fait exactement l'inverse. Plus de guerre, plus de guerre, plus de guerre. C'est comme ça que vous deviendrez un héros, Monsieur le Président. Trump lui-même l'a reconnu en parlant à Fox plus tôt dans la journée. Vous avez Bibi ici pour faire pression afin que je revienne au pouvoir. Donc vous savez, le chat est sorti du sac au cas où quelqu'un en aurait encore douté. Et Zelensky fait la même chose. Et qu'en est-il de l'attaque ukrainienne contre le navire iranien? Ça porte les empreintes médico-légales de la CIA. Alors, je veux dire, comment l'Ukraine savait-elle où frapper et disposait-elle en temps réel de la logistique satellitaire nécessaire pour toucher un navire iranien dans la mer Caspienne? C'est grâce à la CIA. Et pour vous donner une idée à quel point ces gens sont fous, différents types d'apparatchiks de la CIA, les gens de l'État profond, peu importe l'étiquette que vous voulez leur donner, les gens qui gravitent autour des citadelles du pouvoir, dans le complexe militaro-industriel et dans les appareils de renseignement et militaires, en Europe comme aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, veulent actuellement faire basculer le Liban dans une guerre civile avec le Hezbollah et faire intervenir le décapiteur syrien dans une guerre entre Israël, la Turquie et le Liban, les trois en même temps. Ils veulent que le Premier ministre irakien déclenche une nouvelle guerre civile contre les milices chiites irakiennes. Ils veulent que les Houthis et les Saoudiens se livrent une guerre totale dans leur région, tout en faisant monter la tension non seulement avec l'Iran, mais aussi avec la Russie. Et puis, tant qu'ils y sont, ils veulent imposer à la Russie et à l'Iran des droits de douane punitifs de 500%. Mais en réalité, ils ne frappent pas la Russie ni l'Iran. Ils frappent les acheteurs de produits russes et iraniens. Et qui est-ce? La Chine. Ils essayent littéralement de faire la guerre, en même temps, aux trois civilisations les plus anciennes du monde, la Russie, l'Iran et la Chine. Ils tentent d'intimider la Chine, de mener une guerre terrestre contre la Russie et de conquérir la culture perse. Les trois choses que l'histoire vous dirait de ne jamais faire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir vu Princess Bride pour savoir qu'il ne faut pas faire ça. Mais c'est à ce point-là que c'est fou. D'un côté, vous avez l'État profond, Bibi, Zelensky et cette bande-là comme figure de proue, qui utilise la ferveur de Lady Lindsey Graham, la reine des putes de guerre en personne, pour essayer de pousser Trump à mener les formes les plus insensées d'action militaire et cinétique. De l'autre, vous avez Vance, les réalistes géopolitiques, Elbridge Colby et son adjoint, qui essayent de nous empêcher de tomber d'une falaise économique et de basculer dans un cauchemar dystopique sur le plan politique, pour l'image de marque républicaine, comme pour leurs propres intérêts politiques à très court terme. Et un désastre géopolitique qui pourrait remodeler le monde d'une manière qui empêcherait les États-Unis de retrouver un jour leur puissance. Et puis, vous avez Trump qui oscille entre les deux, selon les jours. Il y a le Trump sobre et lucide, qui penche vers le camp Vance,
Et puis il y a le Trump ivre de ses propres illusions qui penche vers le « je veux être le prochain Napoléon », comme l'a montré hier 60 Minutes Australia. Trump dit littéralement « je veux que les gens pensent à moi comme à une figure napoléonienne ». Ce n'est pas sur ça qu'il a fait campagne en 2024. Donc, au même moment, on est à la frontière entre l'utopie et la dystopie, et le roi Lear est au milieu, en train de prendre la décision. Pensez-vous que Donald Trump serait capable de... Parce que, quand on regarde les déclarations des responsables israéliens, Naftali Bennett, par exemple, a récemment déclaré, et aujourd'hui le gouvernement qatari, des responsables du gouvernement au Qatar, ont réagi. Ils ont dit condamner les propos de Naftali Bennett à leur sujet, parce qu'il a affirmé que le gouvernement du Qatar porte une responsabilité dans le massacre du 7 octobre. Il a dit, je le cite, « Le Qatar a financé le 7 octobre. Il continue, encore aujourd'hui, d'héberger et d'offrir refuge à Doha aux dirigeants de l'organisation terroriste. Il parle du fait qu'ils soutiennent le Hamas. Ils ont participé au financement, ils ont soutenu cette attaque contre Israël, ils soutiennent les gardiens de la révolution islamique en Iran. Il a les informations à ce sujet. Et il a déclaré que s'il est élu prochain Premier ministre d'Israël, il annoncera que le Qatar est l'ennemi principal, ou l'un des principaux ennemis d'Israël. » Avant cela, il a tenu le même discours à propos de la Turquie. Il a dit, la Turquie, sur le plan géopolitique, quel que soit le cas de la Syrie, c'est notre ennemi. Et c'est le problème, je pense, pour quiconque est président des États-Unis, parce que la liste ne cesse de s'allonger, elle continue d'augmenter. Et qui va mettre fin à cette liste? Aujourd'hui, je ne vois aucune volonté en ce sens au sein de l'administration Trump, ni chez Donald Trump lui-même. Parce qu'hier, nous avons appris qu'il allait contraindre Benjamin Netanyahou à se retirer de Syrie, du Liban et de Gaza. Aujourd'hui, nous avons appris par la chaîne israélienne Channel 12 que Donald Trump ne demande rien concernant le retrait israélien de tous ces pays. Quelle est votre lecture des difficultés entre les États-Unis et Israël au fil du temps? En réalité, la seule difficulté, c'est une question de volonté. Parce que regardez, le dernier président américain à avoir contenu Israël, à lui avoir interdit et empêché d'entraîner les États-Unis dans un conflit désastreux, c'était Ronald Reagan, celui dont Mark Levin et les siens aiment prétendre être les partisans. Mais qu'a fait Reagan? Reagan s'est fait berner par les Israéliens. Contre l'avis de son secrétaire à la Défense, il a envoyé des marines américains au Liban. Et ensuite, nous essayons. Ça n'a jamais été entièrement expliqué, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par frapper militairement des camps de réfugiés chiites. C'est ce qui a conduit au début de la formation de ce qui est aujourd'hui le Hezbollah. On ne sait pas vraiment qui était responsable de l'attentat de Beyrouth, c'est contesté. Mais c'était en représailles à notre présence militaire et à nos frappes commises par erreur contre des camps de réfugiés chiites. Qu'a fait Reagan? Est-ce qu'il a persisté? Est-ce qu'il a intensifié les choses? Est-ce qu'il a envoyé tout le monde? Est-ce qu'il a bombardé tout le monde jusqu'à l'anéantissement? Est-ce qu'il a trouvé un pont ou une centrale électrique quelque part à frapper? Est-ce qu'il a fait semblant d'avoir des armes nucléaires? Non. Qu'a-t-il fait? Il nous a retirés immédiatement. Il a dit « on s'en va, on n'y retourne pas. Point final ». Mais il ne s'est pas arrêté là. La deuxième chose qu'il a faite, c'est d'appeler le Premier ministre israélien et de lui dire « vous allez reculer, vous allez vous retirer du Liban, parce que je reconnais un holocauste quand j'en vois un ». À l'époque, moins de 40 ans après l'holocauste nazi, c'était un langage incroyablement incendiaire aux yeux de l'opinion publique israélienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a reculé. Israël a reculé. Et par conséquent, les choses se sont stabilisées et les intérêts politiques des États-Unis ont été protégés. Depuis,
Aucun président américain n'a été disposé, désireux ou capable de le faire. Mais aujourd'hui, le moment est meilleur que jamais. Car l'une des données de sondage que Richard Barris, de People's Pundit Daily, a communiqué à l'équipe du président et qui l'a conduit à reconsidérer les choses, a commencé à envisager de rétablir le protocole d'accord plutôt que d'agir militairement et d'aggraver l'escalade. C'est le fait qu'Israël est désormais un paria politique aux États-Unis d'Amérique. Israël est devenu un paria politique pratiquement partout dans le monde, surtout dans les pays qui comptent depuis leur réaction au 7 octobre. Et vous savez, je comprends que la campagne de Bennett, c'est Bibi sans les casseroles. Le problème, c'est qu'il reste dans une logique Israël d'abord, avec cette vision du grand Israël. Vouloir entrer maintenant en conflit avec la Turquie et le Qatar. Enfin, c'est insensé. La Turquie et le Qatar, c'est tout simplement insensé. Mais ça vous montre leur état d'esprit. Évidemment, vous pouvez regarder le documentaire The Bibi Files pour comprendre exactement pourquoi de l'argent est allé du Qatar au Hamas. Il ne venait pas d'Iran, comme on l'a longtemps affirmé, pour le Hamas du 7 octobre. Et il ne venait pas volontairement du Qatar. Il venait sur instruction et décision d'Israël, parce qu'il pensait que c'était un excellent moyen de séparer Gaza et la Cisjordanie, géographiquement et politiquement, et donc de diviser la cause palestinienne. Et ce qu'ils ont fait, c'est leur donner les moyens de commettre le 7 octobre. Même si je soupçonne toujours, d'ailleurs, comme Trump lui-même l'a fait. Les gens devraient aller retrouver l'article de Time, après le 7 octobre, peu de temps après, dans lequel Trump avançait l'idée qu'Israël avait dû baisser sa garde pour laisser cela se produire. C'est simplement quelque chose que les gens oublient. C'est ce que pensait Trump. Donc il a toute la capacité, toute l'occasion politique de coincer Bibi, de suivre la voie de Reagan en 423. La question c'est, a-t-il la volonté personnelle de le faire? Il ne se représente pas lui-même. Tout l'argent du monde ne permettra pas d'acheter suffisamment de sièges à la Chambre et au Sénat. Une majorité de démocrates, pour la toute première fois à la Chambre, a voté pour couper entièrement les liens avec Israël. C'est parce que c'est l'ère du temps politique aux États-Unis. Si vous êtes anti-Israël, vous gagnez. Si vous êtes pro-Israël, vous perdez. Sinon, la seule manière de gagner, la seule manière pour l'AIPAC de gagner, c'est de déguiser ce sur quoi ils font campagne, de cacher et de mentir sur ce sur quoi ils font campagne, de créer des groupes de façade et de prétendre défendre une organisation alimentaire, une organisation de liberté civile ou une organisation liée à l'immigration, alors qu'en réalité, ils promeuvent des candidats pro-Israël et s'en prennent à ceux qui sont opposés à Israël. Mais quand Israël est sur le bulletin de vote, Israël perd et continue de perdre, encore et encore et encore et encore. Donc le président a tous les pouvoirs du monde. La fenêtre d'opportunité ne pourrait pas être plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui pour refaire ce que Reagan a fait en 83, pour refaire ce que Kennedy essayait de faire en 1962 quand il était très contrarié par les tentatives d'Israël de développer des armes nucléaires. Dans une certaine mesure, on peut dire que Carter a tenu tête à Israël à certains moments dans les années 70. Mais, vous savez, après la chute du mur, aucun président n'a eu le courage de le faire. Trump est parfaitement placé, politiquement, pour le faire. C'est lui qui est le mieux placé, au sens où c'est ce que veut l'opinion publique et s'il veut avoir la moindre chance de ne pas se faire balayer. Mais beaucoup d'entre nous restent méfiants et sceptiques quant à sa volonté personnelle de le faire. Je peux vous dire qu'il déteste qu'on l'appelle la pute de Bibi. Alors, j'ai dit aux gens autour du président, continuez à lui dire, voilà ce que les autres ne cessent de dire sur vous. Vous savez, ça l'atteint. Mais si aujourd'hui on ne le voit pas remettre publiquement Bibi à sa place, il ne le fera pas. Dès lors, la seule question est de savoir s'il laisse Bibi le ramener sur cette voie périlleuse d'escalade avec l'Iran
ouvert ces autres guerres désastreuses qu'ils essayent de déclencher partout au Moyen-Orient. Et malheureusement, c'est une question dont la réponse reste à déterminer. Que pensez-vous du silence ou de la pause entre l'Iran et les États-Unis? Selon vous, que se passe-t-il? Je vous écoute. Oui, il y a deux facteurs. Je veux dire, je pense que pour Trump, il a commencé à revoir sa position quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il est revenu là-dessus. Il a signé le protocole d'accord. Il a reconnu les raisons. C'est l'argent de l'Iran, pas le nôtre. Les sanctions ne marchent pas. Elles sont contre-productives. Elles se retournent contre nous. Elles sapent la souveraineté financière et la puissance des États-Unis dans le monde. Parce que les gens ne veulent pas utiliser le dollar. Ils ne veulent pas utiliser le système financier américain. Ils ne veulent pas utiliser les stablecoins que les États-Unis ont légalisés. Parce qu'ils ont peur qu'ils soient saisis ou volés demain. Donc, voilà, c'est leur argent. Il faudra bien le leur rendre à un moment donné. Ensuite, sur la question des sanctions et sur la question du détroit, comme cela a déjà été reconnu, ce n'est pas vraiment si important que ça de savoir comment il est contrôlé, géré ou entretenu à différents moments. Il sait que nous avons des limites militaires quant à ce que nous pouvons faire en termes de stock d'armes et de capacité, en gros, à faire la guerre à l'Iran à distance. Nous n'avons pas les effectifs pour envahir réellement l'Iran ou pour conquérir l'Iran. Nous n'avons même pas la puissance militaire nécessaire pour dominer constamment l'espace aérien, comme Trump prétend que nous le pouvons. La dernière fois que nous avons essayé, nous avons dû mener une mission de sauvetage d'urgence parce qu'un colonel s'était retrouvé derrière les lignes. Et Trump a paniqué pendant ces 48 heures à un tel point qu'ils ont dû le faire sortir de la Situation Room. Donc du côté offensif, la seule chose que nous pouvons faire, c'est tirer des munitions à distance. Et du côté défensif, c'est aussi la seule chose que nous pouvons vraiment faire, parce que nous n'avons pas réussi à neutraliser leur capacité à fabriquer ou à lancer des drones, à fabriquer ou à tirer des missiles. Cela signifie que nous devons avoir des intercepteurs en place. Et nous devons pouvoir disposer d'un certain délai à l'avance pour qu'ils ne sachent pas où nous opérons à un moment donné, à n'importe quel instant. Comme le docteur Parsi l'a confirmé, il est évident que l'Iran dispose désormais d'informations satellitaires en temps réel. Il est peu probable que cela provienne de satellites iraniens pour obtenir un tel niveau de détail, comme ceux avec lesquels ils ont frappé la Jordanie. Je pense que c'était la manière pour l'Iran de réveiller les États-Unis. Cela signifie que les Russes ou les Chinois, très probablement les Russes, fournissent du renseignement en direct, en disant « voilà où vos troupes se déplacent, voilà où ils déplacent ceci, voilà où se trouve cet avion, voilà où se trouve ce navire ». À un niveau de précision tel que, désormais, les missiles iraniens, qui semblent aussi intégrer une technologie améliorée, une technologie chinoise, sont hyper précis en temps réel, et pas seulement en fonction d'une localisation préenregistrée. Cela a complètement changé la donne et a paniqué l'armée américaine. Dès que cela s'est produit, nous avons commencé à dissimuler le nombre de victimes. Le nombre probable de victimes, rien que lors des frappes en Jordanie, se compte par centaines et non pas en unités, comme cela a été présenté à tort. Et donc, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont blessées, pas mortes. Mais elles sont blessées de telle manière qu'il y a de sérieux doutes sur leur capacité à se rétablir. Elles seront soit handicapées de façon permanente, soit partiellement handicapées, et certaines mourront effectivement. Et cela a paniqué l'armée, parce qu'elle ne peut pas se défendre. Donc nous devons tirer, comme aînés, et en même temps, nous sommes épuisés, les munitions à longue portée que nous pouvons utiliser. Autrement dit, la capacité à continuer de faire la guerre à l'Iran sans survoler le territoire iranien ou sans utiliser l'un des B1,
B-2 ou B-52 capables de voler à très haute altitude, avec un choix limité de munitions qu'ils peuvent employer efficacement. Au final, nous ne pouvons même pas mener une guerre offensive efficace contre l'Iran, principalement parce que nous ne pouvons pas faire face à leurs représailles, mais aussi parce que notre efficacité est limitée. Si nous continuions à tirer au même rythme que pendant les 38 premiers jours, nous aurions épuisé ces munitions en 1 ou 2 mois. Et personne ne se dit « Oh, les États-Unis vont faire ça pour gagner du temps ». Que les États-Unis gagnent du temps, ça n'aide pas beaucoup. Cela aide sur les marchés, cela aide politiquement, cela n'aide pas militairement, parce que nous avons 2 problèmes dans notre chaîne d'approvisionnement. D'abord, ils sont tellement axés sur la technologie. Ce n'est pas comme l'Iran, la Russie ou la Chine. Les États-Unis, comme l'Union européenne, ont un complexe militaro-industriel privé. Ce n'est pas vraiment le cas en Chine, en Iran et en Russie. La conséquence, c'est qu'ils peuvent développer des armes qui ont réellement du sens. Ils peuvent les développer à grande échelle. Ils peuvent les développer rapidement. Pas quand on a un complexe militaro-industriel avec son propre intérêt de profit privé en jeu. On finit par créer des armes dont on n'a pas besoin. On ne peut pas le faire rapidement. Nous avons en particulier la version réglementée et bureaucratisée du capitalisme de marché qu'ont l'Europe et les États-Unis. Il faut une éternité pour accomplir les choses les plus élémentaires. Et les armes que nous produisons habituellement, non seulement on ne peut pas les fabriquer rapidement ni à grande échelle, mais on dépend aussi d'autres pays pour des composants essentiels de ces armes. Ce n'est pas le cas en Chine. Ce n'est pas le cas en Iran. Ce n'est pas le cas en Russie. Si l'un d'eux n'a pas quelque chose, l'un des autres l'a. Et en travaillant ensemble, ils le font. Nous dépendons des terres rares chinoises pour tous les éléments clés de ces armes de haute technologie. Nous adorons ces armes de haute technologie qui, pour la plupart, ont échoué en Ukraine. Si vous avez suivi ça pendant 4 ans, c'était en gros comme une longue publicité contre le complexe militaro-industriel américain. Vous voulez cette arme-là. Regardez comment cela échoue encore et encore face à la Russie. Maintenant, regardez comment cela échoue encore et encore face à l'Iran. Qui, pourquoi, pour un dixième de centime, peut avoir une défense militaire plus efficace que la nôtre? Enfin, c'est embarrassant, mais c'est la réalité. Donc on lui a dit. Il sait donc que la réalité politique, c'est « sortez, sortez, sortez ». Vous ne pouvez pas rester. Il sait que la réalité économique, c'est que nous touchons au tout premier seuil de nos réserves stratégiques de pétrole. Le monde entier aussi. La capacité de raffinage est particulièrement problématique. L'écart de craquage, c'est le véritable écart. Nous pouvons manipuler le pétrole, les marchés du papier, les marchés à terme, indéfiniment. Mais nous ne pouvons pas manipuler aussi facilement le prix à la pompe, qu'il s'agisse du diesel ou de l'essence. Et le diesel entre dans l'approvisionnement de tous nos magasins, dans une grande partie de notre agriculture et dans une grande partie de notre chaîne logistique à travers le pays. Le plus souvent, les produits vont de A à B grâce au diesel, que ce soit par bateau ou par camion. Et quand on additionne tout cela, ce sont des choses que tout le monde peut voir. Selon divers sondages récents, le nombre d'Américains prêts à payer ne serait-ce que 4 $ le gallon pour la guerre contre l'Iran se comptait sur les doigts d'une main. Cela montre à quel point cette guerre est détestée. Donc, pendant que le public israélien crie « plus, plus, plus », le public américain crie « moins, moins, moins ». C'est là que Trump se retrouve sous pression, avec une contrainte militaire et une contrainte économique qui se produisent en même temps à mesure qu'on se rapproche de plus en plus de ce précipice. Voilà donc les facteurs qui motivent les États-Unis. Je pense que l'Iran n'a pas riposté parce qu'il essaie de préserver son soutien dans le Sud global. Il veut garder la Chine, la Russie et le Sud global de son côté.
parce que ce sont eux aussi qui sont durement touchés par cette situation, surtout dans l'agriculture, mais aussi pour ce qui est du carburant. Le Sud global constitue actuellement la principale base de clients de la Chine pour une grande partie de son économie tournée vers les exportations. C'est aussi la base géopolitique dont dépendent à la fois la Chine et la Russie dans l'opinion publique mondiale. Je pense donc que l'Iran veut conserver cette image. Nous ne ripostons que lorsque nous sommes attaqués. Nous sommes forts, nous avons un véritable effet de dissuasion et nous allons contrôler le détroit. Nous envisageons aussi de développer notre capacité nucléaire comme mécanisme de dissuasion. Mais nous ne prendrons jamais l'initiative, tout comme ils ne l'ont pas prise avec Israël, à moins que Israël ne l'ait prise contre eux. Et c'est ce qu'ils constatent ici. Je sais que du côté iranien, certains critiques disent « Non, cela permet à Trump de commencer et d'arrêter, de commencer et d'arrêter, de commencer et d'arrêter quand bon lui semble. » Mais du point de vue iranien, s'il contrôle le détroit, est-ce vraiment Trump qui dicte le rythme de ce conflit? Is it really Trump dictating the tempo of this conflict?